Sandro Gozzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe Renaissance, italien mais élu sur une liste en France. Le groupe Renaissance, Renews, c'est là où siègent les députés macronistes. Vous avez été hier au centre d'une polémique. Le Daily Telegraph, journal conservateur britannique, annonce en vous citant que la France pourrait mettre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU à disposition de l'Union européenne. Démenti de vous-même, de l'Élysée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai dit exactement le contraire. Et j'ai dit que souvent, dans d'autres capitales, par exemple à Rome, mais aussi à Berlin, à chaque fois qu'on parle de défense européenne, des politiques étrangères européennes, il y a ces questions récurrentes. Oui, mais on doit faire une armée, on n'a pas une armée européenne unique, on n'a pas un siège unique à l'ONU, etc. La position de la France est très claire. Le siège au Conseil de sécurité est français, restera français. Il faut expliquer aux autres capitales, notamment à Rome, à Berlin, qu'il faut profiter de ces moments de l'après-Afghanistan, ces moments de la crise de l'Australie, pour avancer sur ce qui est possible et nécessaire en termes de politique de défense et en termes de politique étrangère. Si déjà aujourd'hui, on avait une capacité d'intervention militaire réelle, on avait des positions fortes sur les priorités des politiques étrangères, autour de la table du Conseil de sécurité, on aurait trois voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a la France, mais il y a l'Estonie et l'Irlande, membres qui tournent, et les Européens auraient intérêt plutôt à travailler sur la défense commune plutôt que soulever ce débat. C'est ça que j'avais dit. Les titres des Télégraphes disaient exactement le contraire. Parce que ce journal proche de Boris Johnson, proche des conservateurs, l'a fait par intérêt géopolitique. Les Britanniques jouent contre l'Europe qu'ils ont quittée. Moi, je crois que finalement, on peut faire beaucoup de choses maintenant que les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Les plans de relance européenne, les 150 milliards, n'auraient jamais vu le jour. Ils auraient mis leur veto. Britanniques, ils auraient mis leur veto. Il faut profiter du fait qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne pour profiter sur l'autonomie stratégique, pour profiter sur le discours que Macron fait depuis 2017 et sur lequel il a eu raison avant les autres. Parce que quand Macron disait il y a un an que l'OTAN est en état de mort cérébrale et qu'il faut construire une autonomie européenne, je crois que les événements récents ont confirmé qu'il avait raison et c'est ça qu'on doit expliquer aux autres capitales. C'est ça qui est possible et nécessaire à faire aujourd'hui. Si l'OTAN est en état de mort cérébrale, est-ce que la France ne doit pas quitter le commandement intégré comme l'avait fait De Gaulle jadis ? Est-ce que même l'Italie ne doit pas prendre ses distances avec l'OTAN ? Moi, je crois que dans l'esprit d'hier, du communiqué aussi et de l'entretien entre Joe Biden et Emmanuel Macron, il faut prendre acte qu'on a fait un pas en avant aussi du point de vue américain. Hier, Joe Biden a reconnu qu'il est de l'intérêt même de Washington que les Européens renforcent leur action de défense et militaire à l'intérieur de l'Alliance transatlantique. C'est très utile, ces passages de Joe Biden, plus à Rome et à Berlin qu'à Paris, parce que à chaque fois qu'on parle de défense européenne, la réponse des Italiens et des Allemands, oui, mais on est alliés des Américains, il y a l'OTAN, etc. Hier, le président américain nous a confirmé que même du point de vue américain, il est de l'intérêt des Américains qu'on puisse avancer en tant que défense européenne. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, parce que les Européens doivent devenir des adultes dans la sécurité. Cette défense européenne, ça doit être le chantier principal de la présidence française de l'Union qui va commencer en janvier. Moi, je crois oui. Moi, je crois que ça sera une grande priorité. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devant nous au Parlement européen, a annoncé cette initiative ensemble avec Emmanuel Macron sur la défense. Je crois qu'aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Il faut absolument la saisir. Et je crois qu'il y a toutes les conditions pour avancer dans la défense et la sécurité. Et je crois que ça doit être une grande priorité pour la présidence française de l'Union européenne. Mais on a un problème, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est très pacifiste et qui a toujours été rétive à entrer dans une logique de défense européenne. C'est ce que je vous disais avant. La politique étrangère de l'Allemagne et de l'Italie était très similaire jusqu'à maintenant et pas toujours sur la même ligne de celle française. Aujourd'hui, je vois une évolution. Mais si vous prenez l'Italie, récemment, 3 fois, le président de la République Mattarella a insisté sur la défense européenne avec des mots qui sont très proches de ceux de Macron. Il faut espérer que il y ait en Allemagne un gouvernement rapidement. J'espère qu'il y aura un gouvernement avant la fin de l'année pour que l'Allemagne puisse aussi être un partenaire clé. Parce que sans Paris, Berlin, Rome et Madrid, on ne peut pas parler de défense européenne. Je vois une évolution en Italie. Je crois qu'on peut avoir aussi, grâce à cette attitude de Joe Biden d'hier, une évolution aussi en Allemagne. Mais l'Allemagne vote dimanche. Quel est le résultat le plus favorable à ce projet de défense européenne ? Est-ce qu'il faut que les socialistes occupent la chancellerie ou est-ce qu'il faut que les conservateurs y restent ? Comme je vous ai dit, moi je crois que d'abord il faut attendre dimanche parce que il y a beaucoup d'indécis, parce que il faut voir les résultats réels et pas les sondages. Les 3 principaux partis accrédités
en Allemagne, les sociodémocrates, les chrétiens démocrates et les Verts sont tous des mouvements pro-européens. Et je crois qu'en Allemagne aussi, surtout après l'Afghanistan, il y a une prise de conscience aussi de l'opinion publique qu'il faut avancer dans plus d'autonomie stratégique européenne. Donc je crois que les nouveaux chanceliers ou la nouvelle chancelière pourra être un interlocuteur très important pour Paris et pour d'autres capitales. Ça ne serait pas plus facile si l'Allemagne s'enlisait dans une coalition introuvable, une Allemagne affaiblie après les années fortes de Merkel? Ça peut nous favoriser nos projets européens? Moi je crois que moi je vois toute évolution européenne sur un trépied. Paris, Berlin, Rome, pour des raisons culturelles, industrielles, historiques, géopolitiques. Évidemment, ceci doit être toujours ouvert et inclusif vis-à-vis des autres, mais je crois que les avancées européennes peuvent arriver si on a une Italie forte. C'est pour cela que je souhaite que Mario Draghi reste en Italie jusqu'à 2023. Si on a une Allemagne avec une perspective de stabilité et des forces politiques, et si on a la France de Macron. Donc, je crois que c'est pas l'affaiblissement de l'Allemagne. Au contraire, c'est un rôle actif en politique européenne de l'Allemagne qui est dans l'intérêt de la France et des autres partenaires. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Italie. Il y a la Pologne qui refuse de payer les amendes infligées par l'Europe, pas un centime. Il y a la Hongrie de Viktor Orban qui essaye de rassembler tous les nationalistes. L'Europe n'est-elle pas plus menacée encore qu'il y a quelques années par l'explosion? Oui, c'est absolument le vrai défi. Le vrai défi, c'est qu'aujourd'hui, on a des attaques à l'état de droit, aux libertés fondamentales, aux droits des minorités, à l'intérieur de l'Union européenne. Et je crois que c'est tout à fait inacceptable et incompatible avec les valeurs européennes. Certaines décisions qui nient la liberté de la presse, de la liberté d'enseignement universitaire à Budapest et à Varsovie. Et là, on a avancé. Et c'est grâce, je vais vous le dire, à la poussée de notre groupe Renew. Finalement, on a établi un principe très clair. On ne peut pas être pro-européen quand il s'agit d'avoir des dizaines de milliards d'euros de Bruxelles et puis devenir nationaliste quand il s'agit de respecter les droits de la presse, les droits des minorités, les libertés fondamentales. Maintenant, nous voulons que la Commission applique ces sanctions vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie. Et jusqu'où faut-il aller? Il y a des procédures d'exclusion de l'Europe qui sont dans les traités. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, les mettre en œuvre? Alors, il y a pas véritablement une procédure d'exclusion. Nous devons utiliser aujourd'hui les instruments que nous avons pour sanctionner les pays qui violent les droits fondamentaux. Et il faut rendre cette procédure beaucoup plus souple et plus efficace. Ceci, c'est un des thèmes qu'on doit aborder dans ce processus qui s'appelle Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a commencé, dans lequel il y a 800 citoyens sélectionnés dans les 27 États membres. Les citoyens et nous, les représentants des citoyens, nous allons travailler ensemble. Et je crois que la question de comment mieux assurer, mieux prévenir les violations de l'État de droit et bien assurer les sanctions en cas de violation, ça doit être un des thèmes fondamentaux. Et je vois que dans les premières réunions des citoyens, les citoyens en parlaient, notamment, nous voulons une Europe des valeurs fondamentales de l'État de droit, nous voulons une Europe qui assure les libertés fondamentales. C'est ça la priorité pour moi, à l'intérieur de l'Union européenne. Vous évoquiez le plan de relance. Il est très favorable à l'Italie, qui touche beaucoup d'argent de l'Europe. Mais est-ce que ce n'est pas une mise sous tutelle dégagée? C'est Berlin et Bruxelles qui vont piloter la politique économique de Rome. Non, c'est Rome qui doit assumer finalement toutes ses responsabilités. Et c'est pour cela que finalement, on a provoqué il y a plus d'un an une crise politique pour remplacer Giuseppe Conte par Mario Draghi, parce qu'il est temps que l'Italie s'engage sur un processus important de réforme. Il était fondamental, cette fois-ci, montrer une véritable solidarité aux Italiens. On n'a pas eu cette solidarité lors de la crise migratoire en 2015, et on s'est retrouvé, grâce à ça, Matteo Salvini au gouvernement en 2018. Cette fois-ci, les Européens ont appris la leçon, et maintenant, c'est à l'Italie de montrer qu'elle est à même d'engager des réformes qui sont dans l'intérêt, pas seulement des Italiens, mais de toute l'Europe. Et je dirais, au niveau global, l'Italie, c'est un grand pays du G7. Avec Mario Draghi, je crois que cela est possible, il faut le soutenir à fond. En ce moment, en France, dans la présidentielle, on voit l'ascension d'Éric Zemmour. Est-ce que cela vous semble comparable avec ce que l'Italie a connu avec l'ascension de Matteo Salvini ou en ce moment de Giorgia Meloni? Ces extrêmes droites italiennes et françaises sont-elles les mêmes? Vous me demandez d'Éric Zemmour. D'abord, on parle de qui? Parce qu'il n'est pas candidat, il n'est pas un homme politique, il fait une non-campagne, et je constate, par contre, qu'il y a de plus en plus en France et ailleurs une très forte radicalité des propos. Ça peut aider à faire les bases, ça peut aider à occuper un espace préélectoral, mais c'est pas des radicalités, des haines, des séparations qu'on a besoin, que nos sociétés ont besoin aujourd'hui.
Mais il est à 11% dans les sondages. Giorgia Meloni est en tête dans les sondages en Italie. Qu'est-ce que ça dit de nos peuples? En général, avec la radicalité, on a des bons sondages et en général, on perd aussi les élections. La seule exception dans laquelle on a gagné les élections avec des discours radicaux, c'était en Italie en 2018. D'un côté, Matteo Salvini, extrême droite, et de l'autre côté, 5 étoiles, extrême populisme, et c'était un désastre leur gouvernement. Donc je crois que la radicalité des propos, ce n'est pas c'est que en plus la majorité des citoyens attend. Vous savez, moi je bouge beaucoup en France, en Italie. En ce moment, les citoyens ne veulent pas de radicalité, ils veulent de la solidarité, de l'apaisement. Cette solidarité qui vient avec les plans économiques et sociaux de l'après-Covid, et cet apaisement qui est tout à fait aux antipodes du discours des Zemmour. Et je crois sans doute que c'est un discours très dangereux. Les thèmes qu'il aborde sont très dangereux. De dire que des noms non français, quelqu'un qui s'appelle Rachid n'a pas sa place dans la République française, c'est très dangereux. On a vu ça dans le passé en Europe et ça a amené à des désastres, à des tragédies humaines. Donc évidemment, je crois que ces propos sont dangereux. Mais je vois cette radicalité un peu partout dans les primaires. Vous savez, les primaires sont une machine à produire des radicaux. Alors, la droite va en faire peut-être, la gauche va en faire peut-être, les Verts en France font une primaire là en ce moment. C'est une mauvaise idée la primaire? Écoutez, en principe, ça pourrait être une bonne idée. Dans mon expérience parmi les démocrates italiens, on a été les premiers à introduire des primaires et en général, ils ont produit toujours des candidats très radicaux, des candidats qui avaient la majorité à l'intérieur du pays, mais qui étaient minoritaires aux élections. La seule exception, c'est quand Matteo Renzi a gagné les primaires des démocrates et il a amené, en 2014, aux 40% les partis démocrates. 34 élus aux élections européennes. Donc, en principe, choisir de façon démocratique un candidat, c'est bien, mais il faut savoir que c'est un système qui pousse à radicaliser, et on les voit aussi, je crois, en France. Benoît Hamon, en 2017, a gagné contre Manuel Valls. C'était un désastre électoral. C'était, d'après moi, aussi un effet de la primaire. Si les extrêmes sont arrivés au pouvoir en Italie, c'est aussi parce qu'il y avait la proportionnelle. Emmanuel Macron voulait faire la proportionnelle. Finalement, ça ne se fera pas pour les législatives en France. Est-ce que vous recommandez à Emmanuel Macron d'abandonner la proportionnelle? En Italie, il y a un système deux tiers majoritaires, deux tiers proportionnels, un tiers majoritaire. J'ai pas de conseils à donner à Emmanuel Macron là-dessus. En Italie, on a changé souvent la loi électorale avec des résultats qui n'ont pas été heureux. Donc, je crois que chaque pays doit regarder ça de son point de vue. Sandro Gozzi, merci. Bonne journée. Merci à vous.